Et la question, c'était par rapport à d'autres expériences en VMC double flux, c'est ça, de Habitat? Alors, j'ai pas le détail sur la partie VMC, sur le contrat de maintenance. Je me retourne vers le chargé de projet dans la salle si tu as un retour d'expérience sur cette partie-là. Juste sur cette maintenance, en fait, on l'a vu sur la GHR, les entreprises ont rien à faire parce que la machine fonctionne parfaitement. Uniquement les filtres à changer, en fait, tout simplement. Et alors ça, il faut intégrer le coût des filtres. Et donc là, ça dépend des fabricants. Et certains ont des filtres propriétaires ou d'autres, ça peut être des filtres qu'on trouve habituellement sur le marché. Donc pour moi, le delta, il va surtout se trouver au niveau des filtres. Alors, ce qu'on a vu, effectivement, les contrats P2, ils sont globalement plus élevés sur GHR, mais pas parce que c'est des équipements particuliers à entretenir, mais parce qu'on a une somme d'équipements qu'on n'a pas d'habitude sur des bâtiments classiques, qui fait que tout cumulé, ça fait beaucoup de P2. Mais après, le contrat d'entretien du P2 en particulier, non, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a une énorme marge de progression sur la reconsultation du P2 là-dessus. Après, effectivement, aujourd'hui, on se pose vraiment la question de trouver des filtres les moins propriétaires possibles, et on l'a fait c'est le dossier d'un de mes collègues. On a réussi à trouver des filtres qui se vendent par bobine entière, et avec accord de l'agence, puisque c'est toujours un peu compliqué avec les locataires, etc. Et les rouleaux de filtres sont directement entreposés à l'agence, et les locataires viennent récupérer les filtres dont ils ont besoin régulièrement, et ils font eux-mêmes le changement de filtre, et ça leur permet d'économiser un petit peu sur le contrat d'entretien. Il y a souvent des filtres hors de prix dans les VMC double flux, mais parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on a des filtres à pollen, etc., qui traitent la qualité de l'air à un niveau très élevé, alors que quand on est dans une simple flux en face, on n'a aucun traitement de l'air qui rentre. Donc, quelque part, on compare des choses qui ne sont pas comparables, quoi. C'est-à-dire qu'au final, on peut se dire... c'est deux choses différentes de mettre des filtres qui protègent le caisson de ventilation, la centrale de ventilation, juste pour éviter qu'elle ne s'encrasse, avec un niveau de filtre assez grossier et qui est tout à fait suffisant et qui donne le même niveau de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. C'est ça qui devrait pouvoir être comparé entre les deux, plutôt que dans un cas, on compare avec des filtres qui sont très très chers, mais parce qu'ils sont censés enlever les pollens, les particules fines, etc. Bon, ben oui, ça a un prix. Donc si on veut traiter l'air, voilà, on ne peut pas comparer deux choses qui ne sont pas comparables, quoi. Est-ce qu'on est capable de connaître le coût de construction, enfin le delta, si on avait construit en traditionnel, en RT 2012 et pas en passif? Sur l'ensemble des projets ou... Non, il y en a un qui a été précisé, c'était 10%, et je voulais savoir si tout le monde avait observé ce phénomène-là. J'annonce 20%. Ouais. 18 800 € le mètre carré hors taxe, au lieu de 1500. Après, il faut savoir ce qu'il y a dedans. Hein. Nous, il y a le photovoltaïque aussi. Je confirme, on avait fait une étude, alors pas sur la maison qu'on a faite là, mais sur un bâtiment qui était très très performant, et on était à 4%, alors on n'était pas passif, mais à 4%, on était à 4% de plus-value en bois et isolant biosourcé par rapport à du conventionnel en maçonnerie. Donc en passif, effectivement, je pense qu'autour des 5%, c'est quelque chose de tout à fait réaliste. Pour ce qui concerne le bâtiment d'AGHR, on a regardé, alors il est un peu particulier parce qu'on avait des fondations spéciales et des choses un peu extraordinaires, mais par rapport au ratio moyen de construction de office, on était à 13%. Là, sur cette opération, c'était effectivement de l'ordre de 10%. On a depuis fait pas mal de bâtiments passifs labellisés, et en fait, on se rend compte que c'est assez variable, et toutes les réponses qui ont été données sont bonnes. Le moins qu'on ait eu, c'est 4% sur des très grosses opérations qui étaient déjà prévues isolées par l'extérieur avec du double flux. À 25% si on part sur une maison
on va dire, isolé par l'intérieur et RT est plutôt entrée de gamme. Donc après, la question que vous posez, elle est légitime, mais c'est pas forcément la bonne parce que je pense que derrière, vous avez une idée de retour sur investissement. Alors, bonne nouvelle, il y en a un, mais est-ce qu'on a les moyens de se payer un retour sur investissement sur la planète? Ça, c'est une autre question. J'avais une question par rapport à la certification en passif. On a pu voir sur les différents exemples qu'il y a souvent des écarts entre le réel et les calculs théoriques. Alors quand c'est en dessous, bah, tant mieux. Et en fait, quand on voit qu'on consomme plus que le calcul qui a été fait en PHPP, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il y a le label, on est tranquille? Le label a une certification qui est basée sur la théorie du calcul PHPP et qui s'arrête là. Après, comme ça a été assez bien expliqué dans les différents projets, les consommations réelles sont tellement impactées par l'usage on ne pourrait pas fixer quelque chose d'opposable et de généralisable en intégrant les usages et ces différentes variations. On peut en déduire des choses quand c'est très instrumenté, comme chez Riva ou comme chez Loire Habitat, mais donc il faudrait aussi instrumenter la totalité des postes sur chaque projet labellisé, donc c'est pas très réaliste. On constate aussi généralement que effectivement, la dérive comportementale explique généralement les écarts, et que globalement, le PHPP est le système le plus fiable aujourd'hui pour connaître la performance énergétique d'un bâtiment. Et que quand il n'y a pas de dérive comportementale ou de problèmes de mise en œuvre qu'on n'a pas respecté ce qu'on a décrit sur des calculs de pont thermique du PHPP, les écarts sont généralement très très faibles. Après, il y a un autre facteur qui joue, c'est la météo. Et c'est ce que tu disais sur la Galachère pour un mois de février. D'une année à l'autre, il peut y avoir aussi des gros écarts. Juste pour compléter, donc nous, effectivement, instrumenté parce qu'on voulait être sûr d'avoir des résultats cohérents et de mesurer, parce que sur des projets labellisés type BBC ou des choses comme ça, et retour d'expérience, c'est facilement x2 ou x3 par rapport aux théories. Donc là, l'idée, c'était de voir comment ça se comportait. Et surtout, nous, c'était de voir si notre locataire, quand même, parce qu'on parle de dérives comportementales, d'écarts, etc., mais s'il se sentait bien dans son logement quand même. Et là-dessus, au retour, il est plutôt très positif. Les locataires qu'on a mis dans nos bâtiments, on a fait un processus de sélection classique. On leur a pas demandé est-ce que vous êtes pro-passif, est-ce que vous savez utiliser un radiateur, etc. On a pris des locataires classiques, on leur a simplement dit c'est passif. Il y a 2-3 recommandations sur le confort d'été, des choses comme ça à leur expliquer. Et au final, ils se sont très bien appropriés IE. Ils vivent très bien dedans. Globalement, on a des retours très positifs sur le projet. Donc nous, ça nous a vraiment, le concept du bâtiment passif, pour un bailleur social, ça nous a vraiment sécurisé là-dessus. On s'est dit, quand il y a des dérives de consommation, de toute façon, ça reste, en termes financiers, ça reste faible. Et le confort ressenti, globalement, il est très positif. Donc là-dessus, on est plutôt rassuré. Alors, tant mieux si les bailleurs sociaux sont contents. Ma question, c'est est-ce que maintenant que vous ayez payé un bâtiment 13% de plus, avec son retour d'expérience positif, est-ce que vous êtes prêt à réitérer l'opération? Parce qu'on sait que souvent les prix sont tirés. Et voilà. Bah, ça tombe bien que vous m'en parliez. On est en train de faire certifier un deuxième projet passif, en fait, justement parce que l'expérience et retour étaient plutôt positifs, sauf qu'il y avait 2-3 points qui fait qu'on se posait des questions, parce qu'il n'y a que 12 logements, parce qu'il y a un contexte particulier sur ce projet, etc. Donc on a essayé de reproduire. Aujourd'hui, on est sur un immeuble beaucoup plus urbain. Sur Montbrison, il y a 24 logements dans un immeuble collectif, et on fait 10 pavillons à côté. Et il est parti pour être certifié passif. C'est dommage, il est parti. C'est avec Dominique Mohar qu'on est en train de faire. Et donc c'est quelque chose qu'on est en train de reproduire. Merci. Une question sur la Galachère. Je sais qu'il y avait des protections solaires qui étaient des trucs très low-tech et qui, avec l'espoir que ça fonctionne bien, puisque c'était des volets métalliques, des persiennes, voilà, comment on appelle ça, à projection, voilà.
est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les locataires les utilisent correctement, etc. Parce que ça, c'est des produits très low-tech, quoi. Alors, effectivement, ça fonctionne très bien, ça fonctionne même trop bien, parce qu'en plein hiver, quand on a beaucoup de soleil, c'est pénible parce qu'il y a trop de soleil, il y a trop de luminosité dans les logements. Donc en passant des fois sur site, on s'aperçoit que les locataires ont les volets fermés, mais donc ils utilisent la projection du volet, donc qui est un peu ouvert. Ça leur fait suffisamment de luminosité. Alors, en tant que thermicien, on est un peu déçu parce que forcément, c'est un radiateur en moins gratuit et c'est un peu moins de soleil en moins dans le bâtiment. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fonctionne très bien, malgré le fait que ce soit, comme tu disais, low-tech et qu'il n'y ait pas de consommation électrique liée au système, etc. Alors, je vais juste rebondir sur une question tout à l'heure. Un autre désavantage pour le locataire, on parle beaucoup d'évolution du prix de l'énergie et il peut y avoir des variations de prix de l'énergie aussi d'une année sur l'autre. C'est la question qui m'a fait penser à ça. Sur un bâtiment qui consomme très peu, en fait, les locataires, ils ont un impact d'une année sur l'autre qui est très faible et une évolution qui est très faible de la part liée à l'énergie. Je caricature, mais même si l'énergie coûte 2 fois plus cher 2 ans plus tard, étant donné que c'est sur une part qui est très faible économiquement, alors il sera un petit peu impacté, mais bien moins que sur des bâtiments même BBC ou RT 2012. Donc c'est un autre des, je trouve, grands avantages des bâtiments passifs. On n'a pas entendu dans la soirée ce qu'on entend habituellement sur le passif, les fenêtres qu'il faut garder fermées, etc., etc. Donc ça me fait plaisir. Mais je veux dire, est-ce que c'est un sujet qui est toujours... je ne sais pas, ou chez les locataires de Loire Habitat, est-ce que certains... Alors, vous leur avez pas tenu le discours qu'il fallait rester confiné toute l'année avec des fenêtres fermées, etc. En tout cas, c'est plus un problème, ça. Non, effectivement, comme je disais, on les a un petit peu sensibilisés au départ. On les a évidemment rassurés parce qu'au début, ils se disent dans quoi on met les pieds. Mais non, voilà, ils n'ont pas modifié leur comportement fondamentalement, et c'est aussi pour ça que ça marche bien, ce site. Ouais, non, ils ouvrent les fenêtres comme ils ont l'habitude d'ouvrir, ils vivent comme ils ont l'habitude de vivre. C'est simplement, j'en discutais avec Eric juste avant, c'est le premier, comme d'hab, le premier été où ils ont la petite surprise de s'ils ne gèrent pas bien le confort d'été, ça monte vite en température et ça a beaucoup de mal à redescendre. Et ça, après, ils le savent pour toutes les autres années, quoi. Une question sur la géothermie de votre projet. C'est une géothermie de profondeur et vous avez foré à combien? Alors à l'époque, la législation permettait de forer qu'à 100 mètres sous système déclaratif. Après, c'est les autorisations, donc c'est très complexe. Et voilà, donc c'est 2 sondes de 100 mètres. On a très souvent recours sur nos projets à la géothermie parce que si on a les forages ne sont pas donnés, mais si on a peu de besoins, en fait, c'est, d'après moi, un des meilleurs moyens d'apporter du frais dans du tertiaire. Je pose une question. En free cooling, c'est suffisant? Il n'y a pas besoin de se brancher sur la PAC, c'est uniquement de la circulation de... Oui, alors, effectivement, oui. Généralement, maintenant, on a le droit de descendre à 200 mètres, donc entre 100 et 200 mètres, on remonte de l'eau à 14 degrés, c'est une constante. Alors sauf en fin de canicule, elle peut remonter à 18-19, ça veut dire qu'on a réchauffé les sondes. Mais donc du coup, c'est bien assez pour rafraîchir l'air rentrant sur le free cooling. Et si, comme dans le cas présent, on a un plancher rafraîchissant, en fait, les planchers rafraîchissants, on est limité par le point de rosée pour éviter de condenser sur les dalles. Donc oui, généralement, c'est ce qu'on a vu sur l'instrumentation, mais pas de compresseur en route. Il y avait 50 watts qui traînaient en été sur les compresseurs. Oui, alors c'est parce qu'on a aussi une eau chaude géothermique et que comme j'ai plein de jeunes qui font du sport, ils prennent des douches le midi. Non, toujours sur la géothermie à Saint-Étienne, ça pose pas de souci du coup avec les mines en dessous, où il ne faut pas des autorisations spéciales, où il n'y a pas des petites surprises. Non, là vous allez aborder un sujet qui va me rendre très triste parce qu'on a failli faire un magnifique sujet avec de la géothermie minière.
à côté d'Ikea, mais c'est tombé à l'eau alors que ça marche. Mais bon, ça c'est d'autres considérations. Non, mais on n'a pas de difficulté à faire de la géothermie profonde, de la géothermie sur forage à Saint-Étienne. Effectivement, il faut éviter les cavités. On en a fait en centre-ville, on en a fait sous des bâtiments, on en a fait à la Métard, on en a fait rue Roger de Lille. En passant d'un côté et de l'autre du Furan, on peut forer 2 biais aussi. Donc non, ça. Et puis on a plutôt un prix de forage qui est faible dans la région. Lié aux roches qu'on rencontre? Non, lié à la concurrence, parce qu'il y a pas mal d'entreprises de forage. Alors il y en a de moins en moins. Il y a 7-8 ans, on en avait 5-6. Maintenant, on en a 2-3. Mais non, moi je trouve que c'est un très bon système. Par contre, plutôt sur du tertiaire, sur du logement, je pense qu'il faut arriver à s'en passer parce que ça grève le coût. Et en logement, généralement, on a moins d'apports non désirés. C'est tout bon, merci. Ah, une toute dernière, et puis après on... Je lâche plus le micro. Non, c'était par rapport à la maison individuelle à Pélussin. On parle de confort thermique, mais niveau confort acoustique sur le bois, ça donne quoi? Alors, effectivement, par rapport au bois, le confort acoustique pourrait être un problème, mais là, on a des solutions quand même assez efficaces. Bon, il y a eu vous avez vu sur un projet, donc il y avait un plancher entre 2 logements qui était traité avec bois et béton. Donc là, sur une maison individuelle, là, on a une maison sur 2 niveaux, mais avec, vous avez dû le voir sur la photo, où c'est tout ouvert. Hein, donc on considère que le bruit, il se promène dans tout l'espace. Donc il y a 2 phénomènes. Donc il y a les bruits qui viennent de l'extérieur, donc qui peuvent être problématiques. Là, la maison, elle est au bord d'une route qui est relativement passante, hein, c'est une départementale. Mais le fait d'avoir traité l'isolation en 2 couches, c'est-à-dire qu'il y a une couche dans l'ossature et on a une isolation en fibre de bois haute densité à l'extérieur avec un enduit, ça donne suffisamment d'inertie au niveau acoustique. Voilà. Après, le bruit, c'est un élément qu'on n'a pas évoqué, mais le fait d'isoler énormément une maison et puis d'avoir du triple vitrage à l'intérieur, on n'entend rien de ce qui se passe à l'extérieur. Alors j'ai une petite anecdote dont Marc se souvient peut-être. Quand on a fait le test intermédiaire à Pélussin, il y a quelqu'un qui est arrivé en cours de test d'infiltrométrie. Donc quand on fait le test, tout est fermé. Et il était derrière la vitre et il nous faisait des signes. Et il nous parlait, on n'entendait pas ce qu'il nous disait. Voilà, donc c'est un exemple. Voilà. Et donc je disais, comme c'est très, très bien isolé, c'est plutôt les bruits intérieurs qui peuvent être un problème. Donc là, il faut être vigilant, par exemple, avec les ventilations double flux ou des choses comme ça. Donc là, il faut les enfermer dans des placards bien isolés ou des choses comme ça. Mais par exemple, pour l'exemple de Pélussin, la VMC double flux, on l'entend pas du tout. Les clients, ils sont ravis. Ce qu'ils entendent presque le plus, c'est le bruit de la pompe de l'eau chaude solaire. Quand elle se déclenche, mais c'est très minime hein, quand même. Voilà. Et un dernier mot, l'avantage de la double flux aussi, c'est que souvent on parle d'isolation acoustique par rapport à l'extérieur, sauf qu'on va aller percer les fenêtres quand on a une simple flux pour faire entrer l'air, et ça dégrade complètement l'acoustique. Alors que là, on est hermétique à l'air, à la chaleur, mais aussi acoustiquement dans une maison passive. Donc je pense que ça joue beaucoup. Voilà. On s'arrête là, et s'il y a encore d'autres questions de discussion, je vous propose qu'on le fasse autour d'un verre.